Aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui crée des entreprises, c'est quelqu'un qui est dans la conquête constamment. C'est ça que je trouve vraiment intéressant pour ma part dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'aspect conquête et de se dire qu'une des seules limites qu'on va avoir, c'est notre créativité, c'est notre capacité à faire les choses. Je suis d'accord avec toi, je trouve que la menace, que l'image qui se donne, c'est la masculinité ou retrouver un peu des valeurs, etc. Je trouve que c'est pas mal. Aussi l'image d'Antoine Blanco, c'est pareil, même s'il montre effectivement un gros lifestyle. Par contre, il y en a certains où je trouve que c'est vraiment abusé et je trouve que ça fait beaucoup de mal aux jeunes d'aujourd'hui. Quand tu as 14-15 ans et tu vois ça sur les réseaux et du coup tu as envie d'acheter une Lamborghini. Est-ce que tu me conseillerais de faire aussi d'autres actions ou d'abord on se focus d'abord sur ça pendant, je sais pas, 1, 2, 3 mois et après on fait d'autres choses? Pour moi, Romain, bonjour. Très content de t'avoir. Du coup. Bonjour. On va pas le dire, mais enfin si on va le dire du coup, mais on n'avait pas allumé le micro au début quand on a recommencé, donc on est reparti. Donc écoute, toujours aussi content d'être là, toujours aussi content de pouvoir faire cet épisode avec toi. C'est trop bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu vas un peu te présenter pour sûr. donner du contexte du coup à ceux qui nous regardent? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc je m'appelle Romain Gazan, j'ai 29 ans. Je suis le cofondateur de l'agence et du groupe Momentum. Aujourd'hui, notre spécialisation, c'est le closing. La première activité qu'on va avoir, c'est la gestion d'équipes de vente au sein d'entreprises de formation. En parallèle de ça, on va avoir une entreprise de formation sur laquelle on est associé, dans laquelle on fait de la formation aux soins technico-esthétiques, etc. Et on a une troisième activité qui est la formation de closer, qui est finalement un vase communicant, puisque on forme des closers dans notre programme et ensuite, on récupère les plus motivés, les plus ambitieux au sein de nos équipes ou au sein de nos entreprises. Ou encore mieux, les personnes qui se forment chez nous vont dans des équipes, parlent de nous et nous permettent derrière de récupérer les équipes. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait dans les grandes lignes. Génial, parfait. Ce qui est trop bien, en fait, ce que j'ai adoré dans ton profil, c'est que tu as les deux casquettes, en fait. Tu fais du closing pour tes clients, mais surtout, tu le fais aussi pour toi-même, parce que toi-même, tu fais des formations de closer, mais également des formations sur, après tu vas pouvoir en parler, sur la partie pour les infirmières, pour la partie esthétique. C'est ça. Et ça, je trouve ça bien d'avoir les mains aussi dans le cambouis, de toi-même avoir en fait Bien sûr. Cette double casquette. C'est vrai que la formation de closing, comme je disais, voilà, ça a été aussi l'occasion de faire un vase communicant sur nos autres business et de se développer. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'on s'en est rendu compte il n'y a pas si longtemps en plus, mais 100% des clients qu'on a en gestion sur le management d'équipe de vente sont venus grâce à des closers qui se sont formés chez nous et qui ensuite ont cherché une équipe, ont trouvé une collaboration. Et du coup, l'infopreneur, entre guillemets, a commencé à dire « Mais attends, tu t'es formé où ? Qui c'est qui t'a appris à closer comme ça ?» Et de fil en aiguille, le bouche à oreille fait son travail et on récupère les équipes. On n'a jamais eu à prospecter pour récupérer une seule équipe de vente. Ça a toujours été soit le bouche à oreille avec les closers, soit le réseau proche. Et du coup, ça, c'est une très bonne façon, on va dire, pour nous aussi de fonctionner. Ça fait longtemps que en fait, ça a commencé comment? D'abord, tu as ton équipe de closing, tu as monté l'agence de closing? Alors, ou d'abord la formation? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé dans le sens inverse, du coup, l'agence de closing en premier. À la base, mon associé Lucas et moi, on closait tous les deux sur plusieurs entreprises et on avait 2 closers à qui on avait confiance. Donc, on closait, mais rapidement, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc forcément, à force de prendre 10-12 appels par jour, on commençait à être crevé. Donc on a voulu, dans l'objectif de se développer, commencer à recruter, commencer à prendre des closers, etc. Et très vite, on s'est pris un mur. En fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'à chaque fois qu'on recrutait quelqu'un, soit il était mal formé, soit il avait un mauvais état d'esprit, soit les deux. Et donc, très rapidement, ça a été ça qui nous a freiné, qui nous a empêché de se développer, c'était d'arriver à recruter des closers assez, on va dire, solides, en qui on pouvait avoir confiance pour se développer. Donc, on s'est dit, OK, plutôt que de continuer à perdre du temps, à essayer de former des gens, à mettre de l'énergie et à passer du temps qu'on ne passe pas à closer parce qu'on passe à former ces gens-là, on va créer notre programme, on va donner aux gens qui le rejoignent notre façon de voir les choses, nos valeurs. Et ensuite, ces personnes-là, on va les récupérer dans nos équipes. Ouais, tu reprends les meilleurs élèves. Voilà. Et pour ton agence. C'est exactement ce qu'on a fait. Le lancement du programme, il a été très compliqué parce qu'on a été au début, c'est le propre du mass market formation closing sur Internet. On a été au début amené à plus refuser de personnes que ce qu'on en a accepté. Parce que nous, on savait ce qu'on voulait
Et on savait très bien que, en fait, faire rentrer une personne sur le programme pour que derrière, on ne puisse pas collaborer avec elle à cette période-là, ça allait être de la perte de temps aussi pour nous. Donc, ça a été assez dur au début de lancer ce programme parce qu'on avait vraiment nos profils en tête. Et du coup, c'est ce programme, la communauté que ça a créé et les closers qu'on a formés qui ont rendu possible les résultats qu'on a aujourd'hui. Ok. Et comment tu es rentré dans le closing? Tu as appris comment ce métier? Alors, à la base, moi, j'avais une activité de prestation de service dans le marketing digital et je me suis rendu compte très rapidement que ma spécialité dans cette activité-là et ce qui faisait que j'arrivais à la développer, c'était que je savais vendre. Je savais créer du lien, je savais prospecter, etc. Donc, très rapidement, j'ai commencé à me former sur ça outre-Atlantique parce que là, on parle de... On était en 2020. Il n'y avait pas de formation de closing à proprement parler en France, c'était pas trop démocratisé. Donc, j'ai commencé à me former outre-Atlantique avec des livres, vidéos YouTube, formation aussi. Et cette activité-là, elle a périclité avec le Covid. Enfin, il y a eu des hauts, des bas. Ça ne s'est pas bien passé pour moi. Et je me suis retrouvé avec une seule vraie compétence qui était de savoir vendre. Donc, avec le réseau que j'avais fait, les gens que je connaissais, j'ai eu une opportunité pour devenir closer. Et là, c'est vraiment là que j'ai changé ma vie grâce à cette compétence-là. J'ai closé avec une boîte qui s'appelait Media Stellar à l'époque. Donc, on vendait des placements de produits avec des influenceurs pour des gens qui faisaient de l'e-commerce, notamment du dropshipping, etc. Et c'était énormément de closing. En fait, je passais ma journée au téléphone. Et c'est ça qui m'a lancé dans le closing. C'est comme ça que j'ai fait mes premières expériences. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à accompagner des entreprises sur cet aspect-là. Comment dynamiser leurs processus commerciaux, comment dynamiser leur acquisition, etc. Et puis, de fil en aiguille... Ça s'est fait comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai récupéré une équipe, 2 équipes. Et puis, petit à petit, je me suis vraiment développé et épanoui dans ce domaine-là. Ok. Et tu as travaillé avec qui comme infopreneur un peu connu Alors là, actuellement, on va dire sur l'agence, l'infopreneur le plus connu qu'on va avoir et avec qui on avance le plus fort, c'est Caroline Artaud, par exemple. Dans l'immobilier? Ouais, j'ai eu l'occasion aussi, et je travaille toujours avec Théophile Hélier. On a eu l'occasion aussi de placer des closers chez Alec Henry. Voilà, pas mal de gros noms comme ça sur le marché qui sont sympas et surtout qui donnent des très bonnes opportunités derrière à nos closers. D'accord, ok. Et t'as quel âge déjà? 29. Ah non, t'es jeune, ouais. Ouais. T'habites en France ou t'es à Dubaï? Alors, actuellement, je vis une partie de l'année à Dubaï. J'ai toujours mes boîtes en France, mais j'ai choisi de partir vivre une partie de l'année à Dubaï. C'est relativement safe. Il y a de quoi faire au niveau du business, mais chacun a son avis, on va dire, sur Dubaï. le lieu. Ouais. Ah, moi, j'aime bien Dubaï. J'étais 2 fois. J'y retourné encore en novembre avec mon frère. C'est un... En fait, quand j'étais jeune, les États-Unis, ça me faisait rêver parce que j'aime bien jouer au basket depuis 20 ans. Bien sûr. Je regardais la NBA, donc c'était vraiment les États-Unis qui faisaient rêver. Ouais. Et maintenant, beaucoup moins. Tu vois, je regarde plutôt de l'autre côté, Asie, Moyen-Orient. Du coup, c'est là-bas que j'ai envie d'être. Et mon frère, il dit que les États-Unis, c'est le 20e siècle. Et Moyen-Orient, Asie, c'est le 21e. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis assez d'accord parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on voit entre guillemets, toutes les choses qui posent problème en société, etc., et toutes les mouvances qui dérivent un petit peu, souvent, ça vient des États-Unis. Il y a beaucoup aussi de problèmes de délinquance, beaucoup de problèmes d'insécurité aux États-Unis, chose qui n'existe pas dans des endroits comme Dubaï, chose qui n'existe pas dans des grandes villes en Asie comme Bangkok, etc., parce que justement, il y a vraiment cette culture de la sécurité, cette culture de la police qui fait son travail, etc. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie à Dubaï, en tout cas, une des choses que j'apprécie, c'est vraiment cette sécurité. C'est impossible de se faire agresser dans la rue. Ça n'existe pas. Et je retrouve un peu ça en Europe de l'Est, dans certains pays. D'accord, ouais. L'Europe de l'Est aussi, j'aime beaucoup. Avec Euroscale, on a des agences un peu partout en Europe. Et on est présent aussi en République tchèque et en Pologne. Ah ma mère est tchèque. C'est vrai? Je vis d'ailleurs aussi une partie de l'année là-bas. Ah ouais, c'est un pays que j'adore. C'est un super pays. Et donc, j'y vais quasiment une fois par an. Ok. Et j'adore ces pays. Et alors, on fait toute une petite parenthèse sur Dubaï, parce que j'aime bien Dubaï. Bien sûr. Je pense que ça peut aussi intéresser certains. Donc, on a les bons côtés qu'on voit souvent, effectivement, sur les réseaux, avec la sécurité, le fait de ne pas payer des impôts, le fait que tout soit neuf. Donc, ça fait rêver. Toi qui as vécu, est-ce que tu as aussi des mauvais côtés ou des choses, des points de vigilance? Alors, j'ai mon avis, mais c'est difficile pour moi d'avoir une opinion, on va dire, parce que chacun est un peu différent. Ouais, bien sûr. Mais honnêtement, je vois pas beaucoup de points négatifs, si ce n'est le fait que, on va pas se mentir, si tu es quelqu'un qui aime les endroits, qui ont une âme, c'est compliqué. C'est tout neuf, tout semble aseptisé, on va dire. Donc,
c'est pas un endroit qui a forcément une âme. Ça, je sais que c'est quelque chose qui peut déranger certaines personnes, le manque de nature, le manque d'âme dans le lieu, etc. Mais la deuxième chose qui marque souvent, je trouve, c'est les prix. Moi, j'avais vu Dubaï la première fois en 2021. C'était relativement abordable. Enfin, je veux dire, c'était un peu plus cher que la France. On en parlait tout à l'heure avec Maxence. On était peut-être 15-20% plus cher que la France. Mais avec toute la sécurité qu'il y avait et tous les avantages, ça allait. Là, aujourd'hui, on arrive à un point où, honnêtement, je suis toujours un peu plus impressionné de voir à quel point c'est cher. Et j'ai envie de dire, c'est même pas cher dans le... De mon avis, dans les choses on va dire, dans les choses qui coûtent cher, comme aller dans des restaurants ou aller dans certains beach clubs, etc. Mais ça devient cher dans la vie de tous les jours. Tu as des magasins où tu achètes des packs de San Pellegrino à 15 €. Enfin, l'équivalent de 15 €. Ouais, ça fait cher. Donc, ça fait vite très cher. Les courses coûtent cher. Les logements coûtent très cher. Donc, bien sûr, le but, c'est pas d'économiser plus, c'est toujours de gagner plus. Mais je trouve que là, il y a un point sur lequel on arrive à Dubaï où vraiment, 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 la vie est très chère. D'accord, ouais. Ça, c'est le point négatif pour moi qui peut bloquer certains. Ok. Mais après, bon, il y a tellement d'avantages aussi à être là-bas et c'est tellement bon pour la vision et l'envie de voir et de faire grand que c'est on va dire, Non, ça, c'est vrai que pour un balance. entrepreneur, le côté mindset, de voir Ouais. plein d'entrepreneurs, de retrouver d'entrepreneuriat Ouais. à Dubaï, je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Exactement. Ça vaut le coup de faire. D'aller. C'est pour ça qu'on va de temps en temps avec mon frère à Dubaï. Tu vois, une semaine, ça nous requinque, sûr. ça nous met un peu de. Bien sûr. Ouais, donc, ok. Bon, c'est cool d'avoir un peu ton avis là-dessus. Avec plaisir. On reparle du coup sur ton business. Donc, là, comment tu répartis ton temps entre tes 3 business du coup? Donc, tu as 3 business. Comment tu répartis un peu ton temps? Ça va dépendre des périodes d'affluence. Aujourd'hui, la partie agence, Sales Team Management, ça va être pratiquement géré à 100% par mon associé et par notre équipe. Donc, sur cette partie-là, je vais passer très peu de temps. Maintenant, là où je vais être plus à 50-50, c'est sur les business de formation, où là, moi, ma partie, ça va être plus le marketing, le développement commercial aussi de ces business-là, et l'amélioration constante des produits de formation, de l'accompagnement des élèves, etc. Donc, je dirais que je vais être sur un 50-50 à l'heure actuelle sur ces 2 business. Ok. Bon, tu sais, la formation, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment parce qu'on est en train de lancer notre propre formation également avec Europe Ouais. Service, où je t'en avais parlé un Bien peu. sûr. C'est, on aimerait du coup proposer un accompagnement, une formation auprès des experts comptables pour les former Bien du sûr. coup au Il y a un vrai marketing en besoin. ligne. Ouais. Je pense qu'il y a un boulevard là-dessus. Ouais. Et ça consacre, je pense, bien 80% de mon temps en ce moment. C'est extrêmement prenant. Et on pourrait penser, il y a cette fausse croyance que les business de formation, c'est des business où tout est automatisé, où, entre guillemets, on peut se relâcher et tout tourne. C'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. Et ça demande du temps. Ça demande du temps, encore plus quand on est en phase de création, comme c'est le cas Ouais. pour toi, au niveau de la formation, du marketing, etc. Mais c'est des business, comme on en discutait tout à l'heure, où les marges sont relativement intéressantes et où derrière, on peut aller faire de gros investissements, mais ça prend du temps. Ça prend un peu de temps, ouais. Et là, donc on a un peu échangé tout à l'heure sur si je te demandais plein de conseils. J'ai quelqu'un qui connaît le business en ligne et les ventes de formation, donc, et comme nous, c'est tout nouveau. J'aimerais bien qu'on continue à échanger là-dessus parce que je trouve Bien ça sûr, avec intéressant. grand Je pense qu'il y plaisir. en a plein qui veulent se lancer dans la formation et vendre des formations en ligne parce que c'est un peu le. Je sais pas d'ailleurs si c'est une bulle ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu une vidéo avec Théo Lyon. Théo Lyon qui disait que c'était un peu une bulle. Alors, moi, je pars du principe que la partie formation existe depuis toujours. Donc, entre guillemets, partie formation pure et dure, elle se renouvelle, elle évolue. Aujourd'hui, il y a des actions comme le CPF en France, etc., qui, bon, sur certains aspects, sont venus casser le marché, sur d'autres, ont permis à des acteurs très sérieux de se lancer, de se développer. Donc, bon, ça, c'est une chose. Moi, je pense, et vraiment pour avoir regardé cette vidéo et en vraiment chercher à la comprendre, que c'est la partie formation bête et méchante, make money, devient riche sur Internet facilement, qui va s'épuiser. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on arrive à un moment où il y a tellement de promesses sur le marché qui sont hurluberlesques. Tu as des gens qui sont capables de promettre que les gens vont gagner 10 000 € par mois en travaillant 2 heures par jour, les pieds dans le sable à Bali. On arrive à un niveau, il y a tellement un niveau de promesses qui est délirant. Et en parallèle de ça, un niveau de conscience du marché sur le fait que c'est de la connerie qui est aussi très élevé que oui, il y a un moment donné où la bulle va exploser. Mais encore une fois, pour moi, il faut que ça arrive parce que les gens les plus sérieux, les gens les plus droits, ceux qui font vraiment leur travail et qui apportent du résultat aux personnes,
les accompagne, eux vont subsister. Eux, derrière, ils auront un boulevard parce qu'ils n'auront plus de concurrence et que tous les autres vont abandonner. Maintenant, la partie formation pure et dure, pour moi, ça s'arrêtera jamais. La transmission de connaissances, ça s'arrêtera jamais. Ça évoluera, mais pour moi, ça revient à dire que demain, la vente de livres va s'arrêter. Jamais de la vie. Ça a évolué, il y a les livres audio, il y a les livres digitaux, mais ça s'arrêtera jamais. Non, ça, je suis d'accord. On en avait parlé sur la dernière vidéo avec les 2 personnes qu'on avait interviewées. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo. C'est avec Lenny et Warren qui étaient spécialisés dans l'e-commerce. Et on parlait justement des influenceurs qui faisaient du dropshipping, ils faisaient du placement de produits en dropshipping. Et qu'il y avait plein d'influenceurs qui s'étaient gavés, mais qui faisaient n'importe quoi parce qu'ils prenaient des dropshippers. Et au bout d'un moment, du coup, la bulle, elle a explosé. Et ils se sont tous cassés la gueule, sauf les influenceurs qui ont fait vraiment du quali. Exactement. Et on parlait de Caroline de Receveur, par exemple, où elle avait fait que des grosses marques, où elle refusait tous les dropshippers tout pourris. Bien sûr. Et elle est restée. Et donc, je suis d'accord avec toi, je pense que les formations toutes pourries, où il y a énormément de promesses, mais que derrière, il n'y a pas assez de valeur, ça, c'est sûr que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Mais ceux qui sont sérieux, tu vois, je pense par exemple à Green Bull, on les prend souvent en exemple dans nos vidéos. Absolument. Nous, on a suivi leur formation, ça nous a coûté 4 000 balles, c'était hyper cher, et à la fin, on n'a pas réussi à acheter un appartement, mais c'était de notre faute, tu vois. Après, vous êtes formés, quand vous aurez l'occasion, exactement. Vous aurez les connaissances. Et la formation était vraiment bien. Et il y avait un accompagnement, il y avait une communauté, et je pense que, tu vois, tu prends Green Bull, je pense que d'ici, dans 20 ans, ils seront encore là. Exactement. Versus peut-être d'autres, où je ne vais pas citer, voilà, mais... où les formations c'était moisi et que voilà, tu peux peut-être en vendre pendant 2 ans parce que tu vas trouver encore pendant 2 ans des couillons, mais au bout d'un moment ça va s'essouffler, quoi. C'est là où nous très souvent on refuse des clients, par exemple sur la partie sales team management, c'est qu'on a des gens qui arrivent et qui comprennent pas le principe de sophistication de marché et du niveau de conscience des gens qui vont viser. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des promesses et une approche qui fonctionnait en 2020. Et ils se demandent pourquoi aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on connaît, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, le marché évolue et on arrive à un marché où les gens veulent des garanties, où les gens veulent être accompagnés, où les gens ont besoin de se baser sur du tangible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font de la formation en physique, qui commencent à se redévelopper à fond. Parce que les gens ont compris que dans le e-learning, parfois, ils ne retrouvaient pas tout ce qu'ils voulaient. Et justement, ils ont besoin de ce contact physique. Donc, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire à 100%, mais ça montre quand même une tendance qui va vers la professionnalisation. Là, pour moi, c'est terminé le fait de vendre des formations à 1 500 € en webinaire direct avec des promesses qui sont faramineuses. Non, c'est clair. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que les entreprises qui font déjà la formation en physique ou... nous, ce qu'on faisait, on a aussi un centre de formation, on faisait aussi en physique. Et je m'étais dit, tiens, avec le Covid, on va faire de l'e-learning, tu vois. Ça n'a pas du tout marché. Parce qu'en fait, je pense que juste l'e-learning, ça ne suffit pas. Non. Que le combo qui marche, c'est finalement effectivement l'e-learning, mais avec l'accompagnement, avec un coaching, avec un support derrière. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai vis-à-vis de la formation et vis-à-vis de comment ça fonctionne sur le marché, et on le voit avec nos clients, c'est que les gens veulent la formation, les gens, entre guillemets, veulent de la connaissance, mais surtout, ce que les gens recherchent, c'est à déléguer leur succès. Tu prends un domaine comme l'immobilier, tu prends un domaine comme le make money, l'e-commerce, etc. Les offres qui vont les mieux fonctionner, c'est les offres dans lesquelles, on va dire, les infopreneurs vont prendre la responsabilité du succès de la personne. Et donc, la personne elle va se dire, mais en fait, je suis stupide de ne pas investir mes 4 000 ou mes 10 000 dans cette formation parce que je suis sûr de réussir avec eux. Aujourd'hui, on est dans un jeu où je pense que l'aspect le plus important avant, c'était de communiquer, c'était d'être présent, c'était d'être visible. Aujourd'hui, on est dans un jeu où l'aspect le plus important, c'est de transférer de la certitude. À quel point est-ce qu'avec la formation que tu vas proposer et l'accompagnement qui va avec, tu vas transférer de la certitude quant au fait que la personne que tu vas closer va atteindre ses objectifs. Et c'est là où je vois beaucoup de personnes se tromper. Ils sont... Excuse-moi, vas-y. Bien sûr. Ils sont tout sur le marketing, mais de manière bête et méchante. Donc, tout sur communiquer le plus au travers des publicités en ligne, tout sur est-ce que c'est mieux de faire un webinaire ou une VSL, mais très peu sur qu'est-ce que je fais avec mon offre et comment je transmets cette certitude. Ouais, ça, je suis d'accord. En parlant de VSL, de webinaire, etc., j'aimerais bien qu'on parle de ça, justement, sur les méthodes d'acquisition client, du coup. On a suivi la formation de Antoine Blanco. Je ne sais pas si tu l'as suivi ou pas. Non, du tout. T'en as entendu parler, j'imagine, quand même. En bien, ouais. Donc, effectivement, nous, on l'a trouvé super. En fait, on ne connaissait rien au monde de la formation. Bien, et au bien sûr, monde de... Donc,
bon, la moindre personne qui t'apporte un minimum de valeur sur le Ouais, bien sujet, sûr. du coup, t'en prends plein les yeux, tu dis ouais, c'est génial. Ah, Donc, puis il nous, est c'est legit, hein, il a eu un bon business avant dans le dans le coaching en ligne. physique. Ouais. Donc, Ouais, t'as raison, pour le coach sportif, ouais. Et lui, donc, il explique dans sa formation que tu es un coach, tu veux trouver des clients. Ce qui conseille, en fait, c'est de trouver une niche, trouver son avatar client, créer du contenu sur ton compte Instagram et après aller liker, commenter les concurrents que tu pourrais avoir dans ta niche. Et toutes les personnes qui viennent sur ton compte Instagram, qui like, qui commentent, etc., tu essaies de leur envoyer un message privé et tu essaies du coup de réserver un call avec eux en message privé sur Instagram. Donc là, c'est très. Donc lui, ce qu'il t'explique, c'est via les messages privés via Instagram. Toi, je sais que du coup, tu as d'autres méthodes avec du coup, les VSL, les webinaires. Est-ce que tu veux en parler un peu de ça, des différentes façons de vendre des formations? Complètement. En fait, ça, c'est une méthode qui est très intéressante pour quelqu'un qui commence et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent devant lui. Mais ça, c'était justement ce qu'on expliquait quand on a fait une immersion avec plusieurs entrepreneurs qui étaient coachs, justement, où on les a accompagnés sur développer leur présence en ligne, leur présence marketing, mais aussi leur process de vente. Et souvent, ce qui est mal compris, les gens se disent, OK, est-ce que je fais de l'organique? Est-ce que je fais des ads? Est-ce que je fais un webinaire? Est-ce que je fais une VSL? Ça va dépendre déjà de beaucoup de choses. VSL ou webinaire, ça va dépendre de la niche. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est une VSL pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Parce que c'est pas évident. Bien sûr. Ça, je sais. Pour vraiment dégrossir la chose, VSL, ça veut dire Video Sales Letter. Et c'est une vidéo explicative, une vidéo éducative et surtout, on va dire, une vidéo d'endoctrinement qui va faire en sorte que la personne derrière réserve un appel ou passe à l'achat sur un produit. Ok. Tout simplement. Je te laisse reprendre. Comme ça, donc, en gros, souvent les gens se méprennent un peu sur est-ce que je fais un webinaire, est-ce que je fais une VSL? C'est pas ça la question qu'il faut se poser parce que la réalité des choses, c'est que organique ou ads, premièrement, déjà, c'est qu'une méthode de propagation. Donc, peu importe l'utilisation, c'est quel est l'objectif derrière. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui testent en ads pour avoir des réponses très rapides du marché avec des très petits budgets. Ils vont tester en ads et ils vont avoir des réponses. Et ensuite, ça va leur permettre d'organiser au mieux et d'orienter au mieux leur contenu organique. Là où je vois certains qui capitalisent tout sur l'organique dès le début, qui créent une communauté et ensuite qui renvoient des ads dessus. Donc, il n'y a pas de bon ou de moins bien. Ce qui t'a partagé, Antoine, c'est une très bonne méthode. Personnellement, quand je vendais mes premiers coachings, je faisais comme ça en 2021. Ça marche toujours et ça marchera toujours. C'est OK, aller créer du lien avec les gens et couper, on va dire, les barrières qu'il peut y avoir entre toi et eux. Voilà, c'est le plus simple. Maintenant, je pense que la réflexion de est-ce que je fais un webinaire ou est-ce que je fais une VSL, il va dépendre de beaucoup de choses, notamment ton avatar, ta niche, le degré de sophistication de ton marché, le niveau de conscience des personnes que tu vas viser. Et tout ça, tu vas pouvoir le définir dans la phase de recherche que tu vas faire sur la commercialisation. Maintenant, pour moi, le fin mot, c'est qu'il n'y a pas de choix à avoir entre organique et ads, dans le sens où, nous, on le voit, le fait d'avoir une présence organique, même la plus minime, mais qui assoit ton autorité, qui montre que tu es sérieux, qui montre que voilà, tu existes vraiment et que tu fais ce que tu dis ce que tu fais. Demain, quelqu'un qui réserve un rendez-vous en ads, il va le voir. Parce que avant de prendre le rendez-vous, il va se renseigner sur toi. Les gens cherchent aujourd'hui sur Internet. Donc, je pense pas qu'on est dans un game où il faut choisir l'un ou l'autre. Je pense qu'on est dans un game où il faut mettre son curseur sur la chose la plus intelligente à faire à l'instant T, sans oublier l'autre chose. Les ads, ça fonctionnera toujours. Il y a des gens qui capitalisent sur l'organique et qui font du retargeting, autant qu'il y a des gens qui capitalisent sur les ads et qui créent du contenu pour la crédibilité. Ok. Et donc là, j'imagine que moi, je suis dans la situation où on est au tout départ. Tu vois, je vais vendre ma formation. J'ai créé une formation pour les experts comptables pour les aider à comprendre comment créer une machine à clients. Là, j'ai signé 4 experts comptables. Youpi. Comment je peux faire pour aller plus loin? Je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont dans cette situation, qui veulent vendre des formations. Là, on va prendre par exemple mon exemple, ça peut parler à d'autres. Tu ferais comment pour cibler des experts comptables et essayer de leur vendre ce type de formation? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. En fait, on est sur Internet, donc il y a un monde de possibilités. Tu peux aller sur LinkedIn et scraper tous les contacts des experts comptables de France. C'est ce que je fais en ce moment-là. Les appeler au téléphone, leur envoyer des séquences sur Wallaxy, leur envoyer des séquences sur Lemlist. Tu peux prendre tous les clients que tu as déjà
et leur demander s'ils ont le contact d'un autre expert comptable ou d'une personne qui pourrait être intéressée par faire de la ça, recommandation. faire de la recommandation. Tu peux Là, tu le lancer... prends en mode affiliation? Ouais. Ok. Tu peux lancer des publicités ciblées avec, bien évidemment, le bon flow persuasif et la bonne approche sur les experts comptables. Tu peux créer du contenu sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. En fait, on est dans un champ des possibilités qui est énorme. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant dans des niches petites comme la tienne, c'est que, pour moi, ce qui fonctionne et ce qui fait qu'on prend un marché dans une ultra niche, c'est à quel point est-ce qu'on est capable d'être rapide dans la mise en exécution. Ce qui a fait qu'on a pris le marché de notre côté sur la reconversion infirmière, c'est ça. C'est qu'on n'a pas arrêté d'exécuter et on est passé à l'action avec les ads, donc on a eu des retours très rapides. Et en fait, plus tu as des retours rapides, plus tu as des datas rapidement, plus tu affines ton système, plus tu trouves la bonne chose à faire, plus tu répliques et plus ça marche. Quand tu dis que tu as des retours, ça veut dire qu'en fait, ok, tu t'envoies des ads. Déjà, tu as des retours pour savoir si l'ad fonctionne ou pas, pour savoir s'il y a des personnes qui réservent des calls. Et si ton taux de conversion, ton taux de réservation n'est pas bon, du coup, tu modifies ton ad. Au bout d'un moment, tu arrives à trouver la clé. Après, du coup, tu vas modifier ton script ou pas de closing pour voir en fonction de toi. C'est ça, en fait, le retour. En gros, c'est toujours... tu élimines une problématique une après l'autre. Par exemple, je donne un exemple concret. Nous, quand on avait lancé sur la reconversion infirmière, la problématique, c'est que on avait plein de calls. Par contre, les filles qu'on avait en call, elles ne savaient pas pourquoi elles avaient réservé et c'était vraiment pas qualifié. Parce que, ultra niche, on avait lancé une VSL directement dans les pubs. Ça a cartonné en termes de prise de call. Mais derrière, très peu de qualifications. Je crois qu'on sort 60 calls en 2 jours. On fait 2 ventes. Donc, OK, il y a un problème. Parfait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on bascule en webinar. Donc, acquisition standard, webinar. On fait un webinar très bien, rempli, etc. Bon taux de présence. Mais à la fin de ce webinar, on a, je dirais, une vingtaine de calls. On fait 10 ventes. OK, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup de complexité pour faire 10 ventes. On va passer sur une VSL. Donc, on va réutiliser ce flow persuasif. On va passer sur une VSL. Ensuite, on a eu le combo des ads qui fonctionnent, la VSL qui fonctionne et la prise de call qui fonctionne. Mais c'était au niveau de cette prise de call-là, on ne closait pas assez. Donc, comme tu disais, on a affiné notre script. On a même, c'est même pas le script qu'on a affiné, c'est même la position qu'on avait par rapport aux infirmières. On a coaché notre équipe par rapport à ça parce qu'on avait un gros problème du fait de collecter de l'argent dans l'appel. Les filles, elles se mettaient un peu nos closeuses, elles se mettaient un peu des croyances limitantes. Dès lors qu'on a fait sauter ça et qu'on a trouvé la méthode et vraiment les arguments à mettre en avant pour closer dans l'appel, c'est devenu un carton. On est monté à 45% de taux de conversion en moyenne. Donc, c'est une étape c'est vraiment supprimer à chaque fois le blocage. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est ton système est aussi fort que son élément le plus faible. Je crois que c'est Hormozy qui dit ça. Et c'est très juste. En gros, il faut constamment agir sur l'élément le plus faible pour pouvoir avancer. Ok. Et donc là, tu as donné effectivement plein d'idées pour vendre ces formations. Est-ce que tu conseilles, quand tu débutes, de tout faire d'un coup ou de se focaliser que sur... Non. Là, par exemple, tu vois, je te donne un exemple pour moi. Là, en ce moment, on se focalise que sur l'organique. Donc, je fais que des posts LinkedIn et j'essaie de hacker ce système-là pour bien comprendre comment faire un bon post. Donc là, j'ai pris aussi un copywriter qui m'aide là-dessus. Et c'est comme ça que ça a rempli notre webinaire. Est-ce que tu nous conseillerais de faire aussi d'autres actions ou d'abord on se focus sur ça pendant, 1, 2, 3 mois et après on fait d'autres choses? Pour moi, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de ta niche. Par exemple, aujourd'hui, si je prends le cas de quelqu'un qui a une niche qui est saturée et où le niveau de confiance est bas, genre l'immobilier, quoi. Voilà, envers les nouveaux acteurs sur le marché, etc. Là, oui, je vais dire de capitaliser sur l'organique et de montrer ce qu'on fait et de montrer que, par exemple, oui, je suis vraiment dans l'immobilier, ça, c'est mes biens, ça, c'est ce que je fais, etc. Parce que la personne, quand elle va venir au webinaire de cette personne ou quand elle va réserver un appel après la VSL de cette personne, elle va regarder si la personne est légitime. Maintenant, sur un marché où il y a peu d'acteurs et où le niveau de confiance, on va dire, n'a pas été entaché, moi, je privilégierais toujours la rapidité et donc aller trouver le système qui convertit le mieux en ads et backer ce système-là pour le long terme et pour créer une audience et surtout posséder cette audience, donc les emails, etc., aller faire de l'organique.
Ça, c'est clair et net. D'accord. Moi, c'est en tout cas comme ça que je procéderai. Bon, hyper intéressant. Le plus important, c'est la méthode de Blitzkrieg. C'est être en mesure de prendre rapidement un marché en mettant les actions les plus massives possibles. Parce que aujourd'hui, moi, je vois par exemple des gens qui me disent « Ok, je vais focus sur l'organique. » Ok, c'est une très bonne chose de focus sur l'organique, mais est-ce que tu sors 3 contenus par jour? Ça, c'est... Le choix de focus sur l'organique, il est pas aussi reposant que ce qu'on croit. C'est vraiment beaucoup de travail. Non, c'est clair. Et pareil pour les ads. Là, au niveau donc, de la formation pour les infirmières, est-ce que tu veux expliquer un peu comment ça s'est passé, comment tu as mis ça en place? Ben, à la base, la personne avec qui on s'est associé, qui s'appelle Zoe, c'est mon associé qui l'a rencontré dans une immersion business. Donc, ils se sont très bien entendus. Et à la base, on lui avait juste mis en relation une closeuse. Et ça fonctionnait pas. Ça allait pas forcément bien. Ils avaient du mal à faire du chiffre et à faire décoller la chose. Donc, on a commencé à l'accompagner, mais un peu comme ça, de manière impromptue. On l'aidait à améliorer ses scripts, etc. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, l'angle qu'elle avait choisi, son positionnement, tout son marketing en général, ça n'allait pas. C'était pas Ça n'allait cohérent. pas. Et la partie closing derrière, elle avait un énorme syndrome de l'imposteur, donc elle n'arrivait pas à closer. Donc, on a dit, écoute, on peut t'accompagner sur ta partie marketing et on peut t'accompagner sur ta partie closing et on va faire avancer ça avec toi. Donc, de janvier à avril, on a fait avancer les choses. Comme je t'ai dit, on a créé plusieurs systèmes, on a testé plusieurs systèmes et c'est vraiment à partir d'avril qu'on a explosé à ce niveau-là et qu'on a pu dépasser les 6 chiffres par mois de chiffre d'affaires, etc. Mais ça a été un énorme travail. Ça a été un énorme travail et moi, je suis très, très fier de ce qu'on a accompli parce que on partait de presque rien, quoi. On partait de presque rien, mais on a directement cru au projet parce que la personne avec qui on s'associait, Zoe, elle incarne vraiment son projet. C'est vraiment une infirmière qui s'est reconvertie dans ce domaine-là, qui est vraiment passée par toutes les étapes. Derrière, elle a un capital sympathique qui est incroyable et elle a une très bonne présence organique aussi, en parallèle. Donc, tout était réuni pour que ça fonctionne bien. Donc, derrière, on a juste mis de l'énergie, on a juste fait ce qu'il fallait et ça fonctionne. Ok, j'ai une autre question aussi qui m'intéresse. C'est de savoir comment toi tu fais pour trouver du coup tes clients pour la formation pour les infirmières, j'ai bien compris. Pour tes closers, tu fais comment? Tu essaies de travailler sur ton personal branding ou tu me disais que tu n'avais pas besoin vraiment d'aller chercher, mais comment ça se passe sur en fait, la concrètement? partie formation de closing, on va avoir 3 gros axes. On a la partie paid ads, donc tout ce qui va être publicité Facebook. On a la partie... D'ailleurs, c'est une activité. Il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup d'agences qui font ça ou non? Non, Des très sérieuses. honnêtement, il n'y a pas beaucoup de... Sérieuses, il n'y en a pas. D'accord. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, on n'a pas énormément de concurrence. Mais en fait, on a des concurrents indirects. Parce que c'est le make money, parce que c'est gagner de l'argent sur Internet. Donc, quelqu'un qui est formateur dans le dropshipping, il est indirectement concurrent avec nous. Oui, parce qu'il va prendre la personne qui veut gagner de l'argent. Donc, Voilà. soit il peut être closer, soit Souvent, il peut se lancer dans l'e-commerce. Voilà, souvent les gens, quand ils se lancent sur Internet, la chose qu'ils veulent, c'est de la liberté, c'est de l'argent. Et ils s'en foutent de le faire en étant closer ou en étant copywriter. C'est seulement après, quand ils se sont lancés et qu'ils se sont rendus compte que l'e-commerce, c'était un petit peu plus compliqué que ce qu'ils pensaient. Et que, en fait, quand tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires, il t'en reste 12 000. C'est là, effectivement, que les gens... c'est là, peut-être que j'ai fait une erreur de me lancer dans le dropshipping. Mais... voilà, Ah oui, on donc a du coup, en fait, donc là, pour chercher des closers, tu vas aussi sur le terrain du make money. Ouais, la reconversion professionnelle dans D'accord, ok. le business en ligne. Mais effectivement, ça, c'est des concurrents indirects qu'on va avoir. Et nous, notre travail, c'est de faire comprendre aux gens que aujourd'hui, tu veux faire du business en ligne, c'est bien, mais se lancer dans une activité qui est très complexe, dans laquelle tu vas devoir maîtriser 5-6 compétences différentes avant de gagner de l'argent, c'est peut-être pas la meilleure décision si ce que tu veux, c'est être indépendant dans 6 mois. Par contre, si tu as un projet à 5 ans, 10 ans, de monter une marque, etc., ou enfin même avant, là, ça peut être intéressant. Mais souvent, c'est là où les gens se trompent. Ils ne choisissent pas le bon business pour être rapidement indépendant. Mais bon. Donc, on a cette partie-là Dad, ok. voilà, cette partie-là d'ad, de publicité, sur laquelle on va travailler en webinar une fois par mois et en VSL. Donc ça, c'est notre système d'acquisition qu'on va avoir aujourd'hui. Et on a la partie organique. La promesse, c'est quoi du coup? C'est aussi genre gagner 5 000 € par mois grâce à ça ou... Devenir indépendant Ok. grâce au métier de closer. Et derrière, grâce à cette compétence, être en mesure de générer 3 à 5 000 € par mois de revenus grâce à ça. D'accord, ok. Et surtout, maîtriser une compétence qui existe depuis toujours et qui fonctionnera toujours parce que la vente, Oui, la depuis vente, la nuit c'est- des temps, depuis toujours, c'est une des seules compétences qui permet à des gens qui partent de zéro
de s'élever. Avant, c'était dans l'immobilier, dans plusieurs domaines physiques. Maintenant, en ligne, il y a une belle manne financière à faire là-dessus pour les gens qui démarrent. Donc, voilà. La deuxième approche qu'on va avoir, c'est la partie réseaux sociaux, Instagram. Donc, moi, j'ai tous les mois des clients qui rentrent dans la formation via mon Instagram. Et le troisième point qu'on va avoir, et là, c'est la deuxième plus grosse source d'acquisition, j'ai envie de dire, c'est le bouche à oreille. D'accord. Voilà, tout simplement des clients qui sont contents du programme, qui sont formés avec nous, qui gagnent leur vie grâce au closing. Ils en parlent autour d'eux et les gens viennent chez nous. D'accord, Voilà, ok. tout simplement. Et donc, du coup, tu fais aussi pas mal d'organique, j'imagine. Un petit peu. Donc, c'est quoi? C'est YouTube, Instagram? Là, j'ai commencé YouTube. Je tournais mes vidéos aujourd'hui. Mais ouais, principalement YouTube, Instagram. Ok. Et sur Insta, du coup, tu te fais accompagner ou non? Tu le fais toi-même? Tu as une équipe? Je travaille avec Sophie Julie. Donc, elle va s'occuper de toute la réflexion, toute la DA de mon contenu. Je la connais parce qu'elle vient souvent. Elle vient de temps en temps au studio. Elle est très très cool. Elle est dans le sud en ce moment. Ouais, c'est cool, ouais. Donc, je travaille avec elle sur cette partie-là. Et ensuite, on se coordonne pour trouver des idées de contenu et développer le compte comme ça, quoi. D'accord, ok. Et là, donc, tu vois, il y a vraiment un. Ouais, donc, grâce à ton Insta, tu as des gens qui te contactent et du coup, qui rentrent. Tu as accompagné combien d'élèves, du coup, jusqu'à maintenant? Là, on a dépassé les 120 élèves sur Momentum. Donc, ça, c'est sympa. Sur une première année de création de ce programme-là, on a accompagné à peu près de 120 personnes. En sachant que on accompagne chaque personne personnellement, on la suit, on fait en sorte de savoir où il en est, est-ce qu'il a trouvé une équipe, est-ce qu'il a été placé. Donc, c'est un assez gros engagement. On ne laisse pas les gens sur le carreau. Et généralement, c'est quoi? C'est plutôt des hommes, des femmes? C'est quel âge? Ça va dépendre. Ça va dépendre. On a un type de profil qui revient assez souvent. Effectivement, c'est des hommes entre 25 et 35. Mais on a de plus en plus de femmes. Effectivement, c'est souvent par le bouche à oreille. Les femmes, elles fonctionnent beaucoup comme ça, pour le coup. Pareil, entre 25 et 35, qui ont vraiment cette volonté de changer de vie professionnelle. Parce qu'après, j'imagine... Peut-être c'est une connerie ce que je te dis, hein, mais j'imagine quand tu vends tes formations des infirmières, est-ce que c'est mieux d'avoir des closeuses que des closers? Bien sûr. On a une équipe composée de femmes, parce que là, encore une fois, le persona à qui on va proposer l'accompagnement, c'est des femmes. Donc, il faut mieux que tu formes les deux, pour qu'en fonction des clients que tu as, tu peux envoyer... Complètement. Et d'ailleurs, parmi les meilleurs résultats closers de Momentum, il y a pas mal de femmes. Les femmes sont très, très fortes dans le closing. Et encore plus quand elles sont sur des équipes où il y a beaucoup de mecs dans le persona. J'avais une closeuse, Darlene, qui était sur une formation de copywriting, presque à 50% de taux de conversion. Elle est, en fait, je pense que ça touche un peu l'ego pour les mecs d'avoir une femme qui les remet en question. Donc, ça joue beaucoup. Et puis, on a tendance à plus faire confiance à une femme. Elles sont plus douces dans leur approche. Elles sont plus compréhensives. Nous, les mecs, on est un peu plus brut de décoffrage. D'accord, ouais. Et alors, c'est peut-être une croyance limitante. Tu me dis ce que tu en penses, mais pour moi, pour vendre, je prends mon exemple, par exemple, pour Fiscalist, tu vois, pour vendre, j'ai l'impression qu'il faut quand même connaître le métier, tu vois. Je vois mal une personne pouvoir closer, par exemple, à ma place, s'il ne connaît pas la matière. Est-ce que ça, c'est un frein que tu rencontres, ou est-ce que c'est une croyance que j'ai, ou en fait, non, n'importe qui peut, en suivant un script, pouvoir faire n'importe quoi? Non, surtout pas. Nous, c'est vrai que dans les closers qu'on place, on fait toujours en sorte d'avoir des closers qui ont un minimum d'affinité avec la matière, le domaine. Par exemple, si je vois les closers qu'on a chez Carolin Artaud dans l'immobilier, c'est tous des mecs qui avaient déjà des apparts, qui avaient déjà acheté des biens immobiliers, potentiellement qui avaient déjà fait des projets de marchands. Donc, c'est les gars qui avaient quand même une certaine connaissance de ça et des termes de l'immobilier. Maintenant, c'est pas une prédisposition obligatoire. C'est un plus et c'est non négligeable. Et nous, on essaie de le faire autant que possible. Maintenant, ce qui va être important aussi, c'est dans l'entreprise, quel est le process d'onboarding et qu'est-ce qu'on va faire pour que le closer se familiarise avec le produit, avec les us et coutumes, avec la niche. Et c'est pour ça qu'un closer qui ne connaît pas la niche dans laquelle il close et qui démarre de zéro, oui, il va y avoir un temps d'adaptation et c'est minimum 1 mois où il va closer moins que ce qu'il closerait normalement. Mais ce n'est pas un facteur déterminant. J'ai vu des closers très bien réussir dans des domaines qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils ont fait l'effort d'aller se renseigner, ils ont fait l'effort de faire leur devoir, on va dire. Donc, c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord, c'est pas obligatoire. Donc là, par exemple, demain, si je fais appel à tes closers, on va créer un onboarding, genre sur un Notion où on va lui donner plein d'infos sur notre métier, sur le persona, ses points de douleur, etc., pour qu'il puisse s'imprégner de la personne qui va réserver un code. Bien sûr. Et avoir le bon vocabulaire.
Ça, écouter des appels aussi, énormément. Dans oui, chaque d'accord, process ouais. d'onboarding qu'on a, on inclut des appels du meilleur closer pour que quand un nouveau closer arrive dans l'équipe, il écoute les appels de ce meilleur closer et qu'il puisse se baser sur ça pour travailler. Ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, on va dire 80% du succès d'un closer dans le premier mois de collaboration, c'est l'onboarding. À quel point est-ce que l'onboarding est qualitatif? À quel point est-ce qu'on donne toutes les cartes en main au closer pour réussir? Ça, souvent, c'est là où on voit que certaines entreprises peuvent pêcher. C'est qu'ils onboardent les closers comme ils onboarderaient n'importe quelle personne de leur équipe, alors que c'est lui qui est au contact. C'est lui qui parle avec les potentiels clients. C'est lui qui reçoit des questions auxquelles il a besoin d'avoir des réponses parfois très techniques. Donc forcément, s'il est mal onboardé, il closera moins bien que ce qu'il aurait pu. J'ai encore d'autres croyances limitantes, j'ai envie de les poser, tu es en face de moi. Donc Oui, j'en bien sûr, profite. bien sûr. D'ailleurs, si vous en avez encore, vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me pose la question, c'est par exemple là, je fais moi-même le closing. Tu vois. Donc bon, on est encore au tout début, donc on n'a pas Bien sûr. énormément de call, donc je peux les gérer, aucun problème. Mais j'ai quand même l'impression que, comme j'ai fait toute la création de contenu, le webinaire, la personne qui réserve le call, elle est, je pense, contente de m'avoir au téléphone et elle a envie que ça soit moi. Et aujourd'hui, j'ai encore une fois cette croyance limitante de me dire si c'est quelqu'un d'autre, elle va se dire je me suis fait un peu avoir, c'est pas lui qui va en fait faire l'accompagnement. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est le paradoxe de l'infopreneur. Et souvent, c'est quelque chose. Enfin, auparavant, c'est quelque chose qu'on voyait souvent parce que maintenant, on prend plus sur la partie management d'équipe de vente d'entreprises qui font moins de 50 000 € par mois de profit parce que c'est énormément de travail, surtout quand les entreprises sont plus petites, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est normal que tu closes plus si c'est toi qui prends les appels au début, sauf que plus tu vas closer, moins tu vas avoir de temps parce que tu Pour vas délivrer. accompagner les personnes, Ouais. et donc moins tu vas pouvoir prendre d'appels. Donc, le truc, c'est, est-ce que tu préfères closer, mettons, à 40% sur, je sais pas, je vais dire 40 appels, ou est-ce que tu préfères closer à 30% sur 100 appels? Tu vois, elle est là, la réalité, c'est que faut accepter, en tout cas au début, sur une courte période de temps, de baisser un peu son taux de conversion parce que tu vas onboarder des closers, il faut qu'ils se fassent à ta marque entreprise, il faut qu'ils se fassent au dialogue global de ce que tu fais et qu'ils cernent tous les bénéfices de ce que tu apportes. Au début, il faut être capable de sacrifier un peu de taux de conversion, le temps que la transition se fasse, parce que la réalité, et c'est ce que beaucoup ne voient pas, et c'est normal, c'est qu'au début, tu vas te dire ça va gêner les gens parce que c'est moi, parce que c'est pas moi qu'ils ont au téléphone. Mais la réalité, c'est que plus tu vas grossir et plus ça va se savoir, plus c'est le fait que les gens le fait que ce soit toi au téléphone qui va gêner les gens. Parce que l'effet inverse qui se produit quand les gens ont un membre de ton équipe, c'est aussi qu'ils se disent mais attends, du coup c'est sérieux, il y a une équipe, il y a vraiment des gens qui travaillent avec lui. C'est pas juste un mec tout seul qui fait une formation. Et donc tout Ah oui, je dépend. vois ce que tu veux dire. Tout dépend de comment est-ce que tu vas le tourner. Tout dépend de comment est-ce que tu vas le framer. Souvent, les gens ont le même blocage avec les coachs. En disant, voilà, moi j'ai un blocage de mettre des coachs dans mon entreprise parce que j'ai peur que les gens se disent, du coup, c'est pas lui qui m'accompagne, c'est moins bien. Et la réalité, c'est que tout dépend de comment tu vas le présenter aux gens. Si tu dis aux gens, voilà, lui, il est coach dans mon programme, à l'heure actuelle, il a fait telle chose et telle chose. C'est la personne la plus qualifiée pour t'accompagner et il connaît le domaine même mieux que moi. Si aujourd'hui il travaille avec moi, c'est parce qu'il croit en ce que je fais. Donc, cette partie du coaching, tu vas la faire avec lui. Et la personne, elle sera contente. Ouais. Par contre, si tu lui dis oui, c'est un coach de mon programme, il est aussi bon que moi, j'ai vérifié, les gens vont se dire, Ouais, ils vont attends, pas y croire. je suis pas trop convaincu, quoi. Donc, c'est le même. Non, c'est c'est la cohérent, même je chose. comprends. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'était marrant parce que ça, c'est. Je l'ai encore des fois avec Eurofiscalis. Parce qu'avec Eurofiscalis, souvent, je fais quand même je fais pas mal de rendez-vous prospects. Et après, j'envoie le devis et tout. Et Bien dans la sûr. signature d'email, c'est marqué président de Eurofiscalis, tu vois. Et des fois, je me dis, mais attends, le mec, il va se dire, attends, c'est le CEO de la boîte qui fait encore les devis et tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, je pense aussi à ça. Ouais. C'est ça. Et genre, même il y a quelques années, genre, je modifiais ma signature où je marquais commercial, tu vois. Ouais, mais je pense que même. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué chez beaucoup d'infopreneurs qui ont eu des gros résultats et qui ont avancé rapidement, c'est qu'ils sont restés quand même impliqués un minimum, on va dire, dans le fait de prendre des appels et dans le fait de comprendre, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un peu plus de 6 chiffres par mois. Parce que ce qui est bien,
Et nous, on le voit dans les collaborations qu'on a parfois avec des entrepreneurs qui se lancent et qu'on accompagne en consulting pour le coup, c'est que quand ils restent dans les process de vente, quand ils restent dans le fait de prendre des appels, ils sont encore connectés à la réalité. Et parfois, il y en a qui, dès lors qu'ils arrêtent de prendre des appels de vente, se déconnectent de la réalité, ils oublient comment les prospects sont au téléphone, comment ils réagissent, et ils regardent que les chiffres. Et ils vont dire, OK, mais attends, je t'ai envoyé 100 rendez-vous, tu m'as fait 10 ventes, il y a 10% de conversion. Non, il n'y a pas 10% de conversion. Parce que sur tes 100 rendez-vous, peut-être déjà qu'il y en a 30 qui ne sont pas venus. qualifiés. Ou Sur qui le sont pas mois, venus, qui ont fait un no-show, qui ne sont pas venus. Déjà, on tombe à 70 rendez-vous. Sur tes 70 rendez-vous, j'ai eu peut-être 20 touristes, 20 personnes qui étaient là, mais qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Donc déjà, on tombe du coup à 50 rendez-vous. Maintenant, on va analyser, une fois qu'on a dégraissé, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais on n'est plus à 10% de conversion du coup. Donc souvent, ça, c'est ce qui se passe un petit peu sur cette période de transition quand l'infopreneur quitte la partie vente ou quitte le fait d'écouter des appels de vente un petit peu trop tôt. D'accord. Et là, tu parles, tu vois, de chiffre d'affaires à ces chiffres par mois en vente de formation. Mhm. Moi, ça me paraît tellement loin. Tu vois, souvent, je regarde les vidéos d'Antoine Blanco, il se fait 400 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Je trouve ça incroyable quand même comme chiffre pour la vente de formation. Toi, donc c'est ton milieu, tu vois ça un Bien peu sûr. tous les jours, ça se fait quoi. Mais effectivement, ça se fait très bien. Et c'est aujourd'hui un peu une norme avec Antoine, etc., sur le marché. Mais il faut faire attention sur le marché parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent deux choses, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de personnes qui vont confondre le chiffre d'affaires et la valeur contractuelle. Et ça, c'est une plaie aujourd'hui sur le marché. Alors, je ne crois pas qu'Antoine est concerné, je n'ai pas fait attention. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui annoncent sur le marché des chiffres qui sont astronomiques. En fait, c'est de la valeur contractuelle. Donc, par exemple, imaginons si toi, tu me closes sur un contrat à 10 000 euros. Moi, je te fais un versement de 1 000 euros. Donc, tu as fait 1 000 euros de chiffre d'affaires et 10 000 euros de contractualisé. Les gens, ils vont te dire, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Sauf que c'est une vanity métrique et les gens, parfois, se réfèrent et se comparent à des chiffres qui sont énormes. Quand je parle vraiment de 6 chiffres de chiffre d'affaires, c'est d'encaissement. Ouais, c'est cash collecté. Voilà, ce qui est rentré dans la boîte, le cash collecté, avant impôt. Et ça, aujourd'hui, c'est une plaie sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui parlent en valeur contractuelle. La valeur contractuelle, ça ne veut rien dire. L'argent que tu n'as pas, c'est pas de l'argent qui peut te permettre de réinvestir, c'est pas de l'argent qui peut te permettre de faire quoi que ce soit. Et ça veut rien dire. D'accord. Ça, c'est une plaie aujourd'hui sur le marché. Autant que la course au taux de conversion, où les gens se trompent totalement souvent sur l'interprétation de leur taux de conversion. Ça, c'est pareil, c'est une plaie. Et personnellement, je préfère avoir, par exemple, 25% ou 20% de taux de conversion sur une offre à 10 000 euros que 50% de conversion sur une offre à 2 500 euros. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est Hormozy, hein, il dit faut mieux avoir 2 clients à 10 000 que 5 à 1 000 euros. Complètement. Voilà. Ok, hyper intéressant. Je sais que tu es aussi multi-entrepreneur, tu en as parlé tout à l'heure aussi, tu as d'autres boîtes. Alors, je sais que tu en as une où c'est en train de se lancer, donc on va pas en parler maintenant. Ouais. Les chiffres sont intéressants, mais on n'en parle pas parce que justement, on veut que ça reste secret. On ne veut pas s'attirer trop de concurrence sur cet aspect-là. Et ça, t'arrive, parce que moi j'ai ce problème-là, souvent il y a des entrepreneurs qui ont aussi où on est multi-entrepreneur, c'est-à-dire on a plusieurs boîtes. Moi, j'aime bien travailler par projet, tu vois. Je suis toujours animé par le projet. Quand il y a quelqu'un qui va me parler d'un business, je me dis, oh, on va pouvoir faire ça ensemble et tout. Et du coup, souvent, je me défocus. Si je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube là-dessus. Et souvent, on dit, voilà, il faut rester vraiment focus sur un truc qui marche et y aller à fond et tout ça. Moi aussi, ce qui m'anime, c'est de faire plein de choses à la fois parce que c'est comme ça que je suis épanoui. Ça, tu as quoi comme avis là-dessus? Alors, moi, j'ai un avis qui est très positif sur le fait de faire plusieurs choses, mais de le faire intelligemment. Parce que il y a vraiment deux mots qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont en finalité pas pareil du tout. C'est la dispersion et la diversification. Souvent, les gens confondent la dispersion et la diversification. Dans le sens où, une fois que tu as une vache à lait, une fois que tu as créé un business sur lequel tu t'es concentré, qui génère des capitaux, là, ça peut être intéressant de se diversifier et de réinvestir une partie de cette vache à lait dans la création de nouveaux business, où tu vas peut-être mettre moins de temps, mais au vu des flux et des capitaux que tu as investis, les faire grossir. Là où c'est pervers, c'est quand
t'as pas un business qui fonctionne, t'as pas un business qui génère beaucoup d'argent et que tu essaies d'aller faire d'argent sur 10 business différents. Là, effectivement, c'est un problème. Et là, bah, tu as un manque à gagner qui est énorme sur chacun de ces business. Parce que peut-être que si tu te concentrais sur un, le plus intéressant, bah, tu ferais plus de chiffres que sur les 3. Donc, je suis convaincu que c'est important, c'est une bonne chose de faire plusieurs projets, mais Il faut de déjà le que faire t'aies intelligemment. un business déjà qui tient la structure. Voilà. Nous, je sais que aujourd'hui, tout a découlé de la branche principale de Momentum, qui était la partie management. Et c'est ça, après, qui nous a amené sur d'autres projets. Mais si on n'avait pas eu un focus comme on l'a eu sur la partie management et que ça générait pas les capitaux que ça génère, on se serait pas dispersé. On aurait attendu et on aurait fait comme ça. Ça me parle parce qu'avec Eurovscalis, c'est ça. Moi, je me suis concentré à fond les premières années sur la partie TVA, donc sur le Bien sûr. cabinet fiscal. Et aujourd'hui, c'est ce qui finance tout. Bien sûr. C'est ça qui rapporte vraiment du cash. Et après, je me suis, entre guillemets, je dis amusé parce que c'est ce qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat. Donc, j'aime bien monter des projets. Mais bon, effectivement, il faut les financer. Et quand tu te lances, tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent. Même des fois, tu en perds. Ouais, bien sûr. Mais effectivement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ma boîte qui génère du cash. C'est Et à ça. côté, j'en monte d'autres qui parfois en gagnent, des fois en perdent. Exactement. Mais bon, je me rends compte quand même que des fois, je sais pas si t'as ça, mais des fois, je me sens... comment dire Dépassé, débordé. Ouais, ou même pas. Ou des fois, je me dis, pourquoi je me fais chier avec d'autres projets où je gagne pas d'argent alors que j'en ai un qui gagne de l'argent. La stimulation intellectuelle. Mais moi, je te le dis aujourd'hui, si j'avais pas les personnes avec qui on travaille, si j'avais pas, comme je te disais tout à l'heure, Nawel, Hugo, Léa, si on n'avait pas nos closers, même je vois Margot qui manage toute la sales team sur le projet des infirmières, honnêtement, je crois que j'aurais fait un burn-out. Hein. La chose aussi qui permet de pouvoir se diversifier et de le faire correctement, c'est d'avoir une bonne équipe. Parce que là, aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, les gens qui font vraiment partie de notre équipe interne, c'est des personnes qui, à la base, étaient là quand c'était Momentum au début. Ensuite, ils ont commencé à travailler sur d'autres projets et d'autres projets. Et c'est là qu'on a eu vraiment cette vision de créer un groupe, au final, parce qu'on a vu que le noyau dur l'était tellement que c'est ça qui nous donnait la force de faire autre chose. Et je crois que tu es associé du coup avec ton frère sur le... Non, donc moi j'ai trois business qui génèrent du cash. J'ai l'expertise comptable où je suis associé avec un expert comptable. On est à 50-50. Et après j'ai le centre de formation où je suis tout seul et le cabinet fiscal où je suis tout seul. Ouais. Mais par contre, effectivement, donc j'ai une holding au-dessus. Et donc dans la holding, j'ai des personnes qui travaillent, donc, dont mes frères. Qui sont hyper solides et c'est grâce à eux que ça tient. Quoi. Moi, je m'amuse avec mes idées à droite à gauche. Aujourd'hui, j'apporte plus énormément dans la production, j'y suis plus. Je connais pas. Tu vois, la dernière fois, tu m'as dit que tu étais client chez nous. C'est normal. Pas, tu vois. 400 clients aussi. Mais heureusement que j'ai des personnes derrière qui tiennent la route et qui sont hyper investies dans la boîte et dont mes frères. Quoi. Sinon, je pourrais pas faire le reste. C'est impossible. Magnifique. Et justement, ton parcours, il me fait beaucoup de parallèles avec le mien, donc c'est assez intéressant. Justement, je voulais te demander aujourd'hui, toi, à quel point tu on va dire, quantifies on va dire, la réussite de tout ce que tu as fait. Attends, je vais refaire ma question, je vais y arriver. Ma question, c'est la suivante, c'était en gros, selon toi, à quel point le fait d'être associé, ça a joué dans ton succès? Moi, personnellement, je connais ma réponse, je la donnerai après, mais à quel point, toi, ça a été important pour toi? Ouais, moi, j'ai une chance incroyable, et je le dis dans tous les podcasts que je passe. La première personne que j'ai embauchée, donc elle s'appelle Estelle, elle n'est pas associée, elle est salariée, mais elle était hyper investie. Ouais. Tu vois, c'est comme si c'était sa boîte. Et elle travaille beaucoup, elle est hyper smart, et c'est elle qui gère la boîte, en fait. Tu vois, je le dis souvent, c'est vraiment elle qui est derrière, qui gère la boîte. J'ai après embauché une deuxième personne et qui avait aussi cette même mindset, et elles sont encore là aujourd'hui. Et du coup, ça me fait mes 2 piliers. Après, j'ai embauché mes frères et c'était pareil, c'était aussi très investi. Et toutes les personnes en fait, que j'ai embauchées, là, pas toutes, mais en tout cas 70%, tu vois, elles sont extrêmement investies. Et c'est ça qui fait que ça tient la route. Ouais. Et derrière, encore une fois, moi, j'ai eu la vision et j'ai mis les moyens, je les ai mis dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir. Bien sûr. Mais derrière, c'est elles qui tiennent la baraque. Hein. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique d'entendre ça. Parce que souvent, tu vois, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup
de gens qui sont très centristes, où tu écoutes un podcast, les gens vont vraiment parler d'eux, etc. Et moi, ce que j'aime toujours entendre, c'est qui sont les équipes, qui sont les gens qui sont derrière tout ça et qui rendent ça possible. Parce que, comme je te disais, je sais qu'aujourd'hui, Momentum, on ne ferait pas ce qu'on fait si on n'avait pas les équipes qu'on a. On ne ferait pas ce qu'on fait si on n'avait pas les closers qu'on a. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Comme je te disais, quand on a lancé, tout le monde nous disait « Mais lancez pas ce business, vous êtes fous, vous n'allez jamais pouvoir scaler, ça ne va jamais être rentable, etc. Les closers, c'est impossible de les garder. » Et ça a marché quand même. Ça a marché pour nous et parce qu'on a capitalisé sur ça, sur l'humain. Et... Après, ça me fait un peu bizarre parce que tu vois, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut énormément mettre en avant les personnes avec qui on travaille. Parce que moi, franchement, sans elles, j'aurais pas. Aujourd'hui, ça a transformé ma vie Eurofiscalis parce que voilà, je gagne 10 fois plus qu'avant. Je suis épanoui, je suis accompli professionnellement et c'est vraiment grâce à elles. Tu vois. Et aujourd'hui, je fais pas mal de personal branding justement pour essayer de vendre mes formations. Et on m'a dit qu'il faut faire du personal branding. Et en plus, j'aime ça, tu vois, je trouve que c'est intéressant. Mais souvent, dans le personal branding, du coup, tu es beaucoup mis en avant. Et je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais moi, franchement, des fois, je suis un peu gêné. Parce qu'en soi, tu prends un peu toute la couverture, toute la lumière. Tout le monde te dit « Ah, c'est génial ce que tu fais et tout ». Ouais, bon, en fait, vous savez pas que en fait, c'est derrière, en fait. Après, c'est dans des moments comme ça, dans les podcasts, justement, que t'en parles. Donc, c'est bien. Tu attires le haut du tunnel, mais après... dans le contenu, dans le milieu du tunnel, tu parles de tes équipes et tu parles de ça, donc c'est pas une mauvaise... Ouais, bien sûr, mais en soi, c'est quand même toi qui... Pour moi, c'est quand même moi qui prends toute la lumière, même si après, derrière, j'en parle, mais bon, c'est quand même toi qui est mis en avant. Sûr. On te dit, ah, c'est génial ce que tu fais, c'est moi qui suis invité dans les podcasts, ou là, je suis invité pour faire une conférence dans l'heure de la France, c'est moi qui suis invité. C'est le propre d'être un chef d'entreprise. Après, mais bon, c'est quand même... ça me fait quand même un peu bizarre, tu vois. Bien sûr, mais je peux le comprendre. Et derrière, ce qui compte, c'est toi, derrière, comment tu... Oui, après, pour moi, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit... Fasse attention à tes équipes. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, parce que peut-être que ça les intéresse pas d'avoir la lumière, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a que... Ouais. Oui, bien sûr. Donc, après, ouais, ça dépend, mais bon. Pour moi, c'est pas quelque chose associé, il fait aussi beaucoup de personal branding, ça, ou non, c'est toi qui as pris orienté, lui, il est plus orienté sur la partie B2B. Il va plus communiquer sur la partie B2B pour récupérer des consultings, de nouvelles équipes, etc. Moi, je vais plus être sur la partie B2C, vraiment formation. Et même, moi, personnellement, j'ai envie de créer une personal brand où je transmets certaines choses que j'ai vécues dans ma vie à des hommes qui sont plus jeunes. Et j'aimerais bien permettre à des petits gars de, je sais pas, 19 à 23 ans, de pas faire certaines erreurs que moi j'ai pu faire, de pas perdre le temps que moi j'ai pu perdre. Et ça, c'est une mission que j'ai en parallèle de Momentum, qui est de transmettre ma vision sur les choses et à mon humble échelle de la réussite et de ce qu'il faut faire pour améliorer sa vie, aider ses proches et faire en sorte qu'il manque plus de rien. Génial. J'aimerais aborder un dernier sujet avec toi. C'est un sujet qui m'intéresse. Je trouve que c'est assez... c'est d'actualité, en tout cas, je pense. Et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Tu connais la flex culture ? Flex culture, c'est aujourd'hui de montrer son argent sur les réseaux. En fait, ça se faisait beaucoup avant. C'était les célébrités, les stars qui... on les voyait sur les tapis rouges et donc on voyait qu'ils avaient beaucoup d'argent, etc. Ils avaient des grosses maisons et donc ils passaient dans les magazines. Après, c'était dans les années 90, dans les années 2000, c'était les rappeurs avec les clips, avec MTV, etc. où ils avaient des diamants, des choses comme ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est tous les influenceurs qui veulent montrer qu'ils ont des Rolex, qu'ils achètent des sacs. Et on voit qu'il y a des gens, des jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans et qui s'endettent ou qui achètent beaucoup de faux pour montrer qu'ils ont de l'argent sur Internet. Dans ce milieu un peu où l'indépendance financière, réussir sur Internet, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses qu'il faut... Tu vois, j'en ai parlé la dernière fois avec la menace, où c'est quand même un peu ça, tu vois, il faut quand même montrer que tu as réussi, que tu peux t'acheter des belles choses pour pouvoir remplir ton tunnel de vente et pouvoir inspirer des jeunes, tu vois, à faire pareil. Mais des fois, je trouve que ça va peut-être un peu trop loin. Et je voulais savoir ce que tu en penses, notamment parce que je rencontre aussi pas mal de créateurs qui viennent de Dubaï. Et Dubaï, c'est quand même aussi cette image un peu bling-bling de la flex culture. Voilà, savoir un peu ce que tu en pensais là-dessus. Alors, très personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus. Pas parce que je suis un mec qui n'a pas d'opinion et qui n'est pas capable de prendre position, mais parce que pour moi, tout ça, encore une fois, c'est qu'un jeu de marketing. Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui va communiquer avec le flex, quelqu'un qui va montrer sa richesse, etc., ça va être pour toucher une certaine catégorie de personnes qui va être sensible à ça. D'un autre côté, je vois, il y a notamment un coach qui est assez visible sur Internet et franchement, il est très pertinent dans ce qu'il fait, il s'appelle Jeremy Coleman. Lui, il a un contenu qui est tout autre
où il va faire des vidéos où il n'est pas rasé, il a une casquette, il est en survêt avec des claquettes dans son salon. Comme Hormozy d'ailleurs. Voilà. Et lui, il va parler à une typologie d'audience qui réagit à ça. C'est des gens de 40, 45 ans qui sont pas dans le bling-bling, qui sont pas dans le Dubaï, qui veulent faire du 5 000, 10 000 par mois avec leur activité et pas plus. Mais est-ce qu'il y a un mieux, est-ce qu'il y a un moins bien? Je sais pas. Aujourd'hui, le problème par contre de la flex culture et le problème de montrer les choses, c'est que ça attire du positif. Ça attire de l'argent, ça attire des clients si on vise cette typologie de personnes. Ça attire aussi du négatif. Combien de fois on a vu des célébrités qui se sont fait voler chez eux? Combien de fois on a vu des entrepreneurs qui montraient un peu trop leur lifestyle sur Internet, qui se sont mangés des contrôles fiscaux? En fait, je pense que c'est toujours un jeu de à qui tu vas parler et qu'est-ce que tu es prêt à accepter. Aujourd'hui, tu disais la menace. Moi, personnellement, je trouve que dans sa manière de communiquer, dans sa manière de mettre en avant la réussite, etc., il fait les choses très bien. Et il y en a très peu en France qui le font avec autant de justesse. Maintenant, il y en a d'autres qui essayent de faire pareil, il y en a d'autres qui essayent de communiquer, qui sont ridicules. Donc, je pense qu'on peut pas être dans la demi-mesure à ce niveau-là. Il faut avoir une position qui est bien identifiée. Par contre, le pire truc pour moi, c'est le mec qui va essayer de flex, mais qui va le faire à moitié. Parce que je pars du principe que c'est un jeu... Le jeu du flex, c'est un jeu qui est très dangereux, dans lequel c'est très dur de gagner. Parce que demain, toi, tu vas sortir peut-être une Ferrari. Ou alors il va sortir l'hélicoptère. Le mec en face, il va sortir un hélico. L'autre mec en face, il va sortir un jet. L'autre, il va sortir un yacht. En fait, ça s'arrête jamais. Alors que le jeu d'être une personne intègre, une personne droite, d'être une personne avec certaines valeurs et de montrer certaines choses, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, pour la flex culture, moi, j'ai un avis, je te le donne. Hein. Je trouve que n'importe qui devrait se prendre en main, tu vois, pour quand même bien gagner sa vie, Bien sûr. pour subvenir aux besoins de sa famille ou pour s'accomplir en fait professionnellement ou personnellement d'ailleurs. Et je trouve que pour s'accomplir personnellement, je trouve que la partie professionnelle, il y a un fort impact. Et donc c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir cette indépendance financière, réussir, c'est un grand mot, mais voilà, gagner de l'argent, beaucoup Bien sûr. d'argent. Quand on est entrepreneur, on a ça en soi. C'est sûr que le côté make money, en avoir de plus en plus, c'est important. Et donc, je comprends pourquoi, pour vendre des formations sur du make money, il faut montrer du lifestyle. Je le comprends. Mais des fois, je trouve que ça va un peu trop loin, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que la menace, je n'adhère pas forcément à son discours, mais par contre, je trouve que l'image qu'il se donne du côté la masculinité ou de retrouver un peu des valeurs, etc., je trouve que c'est pas mal. Aussi, l'image d'Antoine Blanco, c'est pareil, même s'il montre effectivement un gros lifestyle, mais je trouve que c'est fait avec sagesse, ou je sais pas, peut-être pas avec sagesse, mais en tout cas, c'est pas ostentatoire. Bien ça, je pense que ça, c'est pas mal. Mais par contre, il y en a certains où je trouve que c'est vraiment abusé. Et je trouve que ça fait beaucoup de mal aux jeunes d'aujourd'hui qui, quand tu as 14-15 ans, tu vois ça sur les réseaux et du coup, tu as envie d'acheter une Lamborghini. Ça, je trouve que pour moi, c'est pas l'entrepreneuriat. Tu vois, je suis assez d'accord parce que du coup, on se retrouve avec des gens qui arrivent sur le marché, on va dire, du business et qui entreprennent pour les mauvaises raisons. Donc, qui entreprennent pour l'argent. Sauf que, ok, c'est normal, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comme le disait Bernard Tapie, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Donc forcément, un entrepreneur, plus il gagne d'argent, plus, entre guillemets, il est successful. Mais les gens qui arrivent sur le marché et qui entreprennent juste pour se dire « Ok, je vais acheter une Lamborghini, oui, je vais acheter une Rolex, je vais faire le beau, etc. » C'est des personnes qui, demain, quand ils vont être confrontés à la réalité de ce que c'est le business et à la réalité des responsabilités qu'il faut avoir et des problèmes qu'il faut être prêt à faire face pour avoir ces choses-là, c'est les gens qui pourront faire des mauvaises choses. S'ils abandonnent, c'est pas très grave pour les autres. Mais c'est des gens qui peuvent prendre des mauvaises décisions, c'est des gens qui peuvent arnaquer, c'est des gens qui peuvent donc... faire des scams. Mais... C'est pour moi ça le problème de la flex culture et la flex culture orientée Dubaï. C'est pour ça que de plus en plus, j'essaie de moins communiquer sur Dubaï, de moins le mettre en avant, parce que à cause de ces personnes que tu cites, il y a une mauvaise image à Dubaï, alors qu'il y a des infopreneurs et des entrepreneurs brillants à Dubaï qui font leur travail correctement, qui n'arnaquent personne et qui sont droits dans leurs bottes. Moi, ce que
Et je trouve que ça s'est pas vraiment mis en valeur parce que tu as raison, c'est beaucoup. Je trouve que la flex culture a montré son argent. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ce que j'adore moi dans les business, c'est travailler avec des gens, tu vois. Bien sûr. C'est les défis que tu te donnes, c'est apprendre des choses, c'est découvrir des univers, c'est t'associer avec des personnes que tu pourrais pas rencontrer dans ta vie de tous les jours. Je trouve qu'en fait, c'est ça qui est cool dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est ça qui me drive. C'est pas forcément si je vais gagner 10 000 euros de Bien plus sûr. par mois, tu vois. Ouais, c'est vrai que je pense que l'argent, c'est une des choses qui fait commencer, mais le degré d'épanouissement et on va dire le degré de créativité et de conquête, c'est ce qui fait rester. Pour moi, j'apparente beaucoup je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce terme, mais j'apparente beaucoup les entrepreneurs au fait d'être des conquérants. Aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui crée des entreprises, c'est quelqu'un qui est dans la conquête constamment. Il va conquérir des parts de marché, il va aller conquérir des nouveaux secteurs, des nouvelles industries. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant pour ma part dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'aspect conquête et de se dire que finalement, une des seules limites qu'on va avoir dans l'entrepreneuriat, c'est notre créativité, c'est notre capacité à faire les choses. Non, complètement. Et ça, je trouve que c'est pas assez mis en valeur, tu vois. J'aimerais Ouais. bien... On met en valeur la finalité Oui, c'est ça. quand on est dans la flex culture, mais pas le chemin. Pas le Ça, chemin. c'est très dommage parce que le chemin, finalement, il est bien plus intéressant que la finalité. Complètement. Tu vois, là, on crée un studio de podcast. C'est pas du tout pour gagner de l'argent, tu vois. Bien sûr. On n'en a pas besoin. Avoir 50 000 euros de plus en chiffre d'affaires, ça va rien changer à notre vie. On le fait parce qu'on peut rencontrer des gens, Bien sûr. on apprend des nouvelles choses sur la partie technique, on crée du contenu, on arrive à essayer de créer une communauté. Je trouve que c'est ça qui est stimulant. Et c'est pas du tout la partie Bien sûr. argent. Et ça, j'aimerais bien. Est-ce que tu penses que... Et après, on finit là-dessus et je t'embête pas plus longtemps parce que je sais que tu dois partir. Je sais que c'est important de faire de la flex culture, du lifestyle, etc. pour justement attirer des gens dans ton tunnel de vente, pour pouvoir vendre des formations, pour que leur dire, OK, grâce à Ça, la encore une formation, fois, hein, ça dépend de qui tu vises. ça dépend que tu utilises. Mais est-ce que tu penses qu'avoir cet aspect-là aussi, de se dire, OK, on va plutôt parler pas du avoir une Rolex, mais par contre avoir des super associés, montrer que tu peux faire des séminaires cool, montrer que tu peux faire du RSE avec tes salariés. Est-ce que ça aussi, tu penses que ça marche ou... Ça attirera une catégorie de personnes. Maintenant, il faut voir si cette catégorie de personnes elle est assez grosse pour pouvoir bâtir un business dessus. C'est toujours ça aussi qui est important de regarder. Mais moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on arrive sur un marché où les gens s'attachent justement à ce genre de choses plus qu'à la finalité du flex. Et justement, pour revenir vraiment sur le sujet de l'argent, moi, je pense que effectivement, c'est vrai quand on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est important d'en gagner. Et pour un entrepreneur, c'est ce qui fait que sa boîte continue à se développer. Mais quand on voit certains gros entrepreneurs qui sont prêts à cut, je sais pas, 20-30% de leur marge juste pour avoir leurs équipes en interne, quitte à payer des charges sociales ou des portages salariales en France, etc., c'est là qu'on voit à quel point certains sont investis d'une mission qui est bien plus poussée et qui va bien plus loin que juste générer du bénéfice et mettre des photos d'eux sur Internet. Je pense pas qu'il y a de bons ou mauvais à ce niveau-là, mais que malheureusement, pour moi, c'est une des choses, on en parlait tout à l'heure, qui va accélérer la chute du make money online et qui va justement propulser les gens qui sont sérieux, les gens qui créent des vraies boîtes et qui ont une vision aussi long terme soit-elle au devant de la scène et comme des personnes de confiance avec qui on peut travailler. Génial. Et ben, merci encore pour ton temps. C'était Avec grand génial. plaisir. On a bien échangé. C'était hyper intéressant. Avec grand plaisir. J'espère qu'on va pouvoir continuer, que tu pourras revenir encore au studio pour Je suis continuer là à demain. échanger. Génial, parfait. Magnifique. Dites-nous encore une fois en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Mettez un like, ça nous donne beaucoup de force pour la vidéo. Abonnez-vous parce qu'encore une fois, on a une toute petite chaîne et ça fait toujours du bien de voir que les abonnés augmentent. Ça nous donne beaucoup d'énergie pour créer encore plus de contenu. Merci encore, Romain. Avec Et on grand se plaisir. dit à très bientôt. Ciao Merci les à gars, à toi. bientôt.